avant de pouvoir assister au voyage de la princesse Tilly vers les ruines. La scène se déplace à la cité du roi, où nous voyons quelques personnes à l'extérieur des murs de la ville. Ces gens semblent être des réfugiés frappés par la même malédiction. Telle une peste propagée par l'Église, Dame Echo est vraiment navrée pour eux. Car ces personnes sont des réfugiés de la région de l'Est, qui n'ont pas eu la chance de monter à bord du navire retournant à la ville frontalière. Et l'Église n'a même pas pris la peine de leur donner des médicaments et les a simplement jetés dehors pour mourir. Fine Moustache décide de rassembler tous ceux qui peuvent encore bouger, et dit à Dame Echo de les mettre en sécurité. Elle utilise rapidement sa voix magique, annonçant qu'elle est venue les guérir sous les ordres du chef de la région de l'Ouest, Roland Wimbledon. Elle assure à la foule désespérée que leur navire est sur les quais, où des gens ont des médicaments pour guérir tout le monde gratuitement. Fine Moustache est stupéfait de voir comment sa voix atteint tout le monde, bien qu'elle ne prononce même pas de mots. Les gens se raniment rapidement à cette nouvelle et se lèvent. Même la dame souffrant de la maladie se lève, désireuse d'être sauvée. Elle promet d'aller dans la région de l'Ouest si cela signifie être guérie. Fine Moustache esquisse un sourire satisfait et dit à tout le monde qu'ils peuvent aussi amener leur famille. Quelque temps plus tard, nous voyons un tas d'outres contenant le médicament. Les soldats disent rapidement aux réfugiés rassemblés de boire le médicament à l'intérieur des gourdes, et qu'ils seront guéris sur le champ sans plus attendre. Les gens désespérés saisissent les outres et boivent leur contenu à grandes gorgées. Un soldat déclare que la rumeur selon laquelle les sorcières propagent cette peste est une foutaise totale répandue par l'Église, destinée à faire supplier les gens, et à les faire s'agenouiller devant l'Église. Il leur dit que non seulement Roland a fourni le médicament, mais qu'il ne demande même pas un seul sou de cuivre en échange. Tout le monde est abasourdi et a du mal à y croire, car cela semble tout simplement trop beau pour être vrai. Mais alors une des femmes gravement malades dit qu'elle se sent déjà mieux, après avoir bu cette potion, et que les marques sur son corps ont disparu. La foule explose de joie et des acclamations retentissent dans les airs. Alors qu'ils célèbrent leur salut, le soldat explique alors que Roland Wimbledon est occupé à développer la région de l'Ouest et a besoin de beaucoup de monde pour aider dans les fermes, construire des maisons et paver les routes. Il dit que ceux qui accepteront de s'y installer recevront de la nourriture et un abri en compensation. Il promet également que chacun obtiendra un travail adapté à ses compétences, et leur fait savoir qu'ils partiront dans 3 jours, et qu'ils doivent donc se diriger vers les navires. S'ils veulent se rendre dans la région de l'Ouest, la foule éclate de nouveau en acclamations, et déclare avec enthousiasme qu'elle est prête à travailler pour le prince Roland. Fine Moustache se réjouit que tout se déroule sans accroc, et ce qui est encore plus surprenant, c'est que Margaret aide aussi en organisant les navires. Franchement, je suis curieux de savoir pourquoi elle a accepté d'aider, et ce que notre gars lui a offert pour qu'une marchande aussi avide donne un coup de main. Fine Moustache demande alors ce qu'il en est des tonneaux de vin éparpillés un peu partout. Théo explique qu'ils sont utilisés pour stocker l'eau purifiée de Mademoiselle Lily. C'est un moyen plus facile de faire entrer l'eau dans la ville, car les murs sont étroitement gardés et fermés. Pour empêcher des émeutes massives de réfugiés, ils bombent le torse et révèlent fièrement qu'ils utilisent les portes latérales de la capitale, qui sont toujours ouvertes pour les marchands. Et tout cela grâce aux relations qu'il a avec les gardes de la cité du roi. À ce moment-là, 2 soldats arrivent et le capitaine Brian leur demande rapidement ce qui se passe. Le garde rapporte que Mademoiselle Foudre, qui est en mission de reconnaissance, a dit que quelqu'un a sauté du navire pour s'échapper, et qu'il y a probablement une taupe qui se cache parmi eux. Eh bien, il semble que la fuite de cette pauvre taupe ne s'est pas très bien passée et il se fait maintenant cuisiner par le capitaine H de Fer. Interrogé sur son identité et sûr qu'il a envoyé, le type révèle rapidement qu'il n'est pas leur ennemi. Il se présente rapidement comme Renard des collines et prétend que Théo sait qui il est. Eh bien, il semble que c'est en fait le même type que Théo a rencontré auparavant, et à l'époque, il avait été présenté comme un joueur qui avait tout perdu au jeu. Pile au bon moment, Théo arrive et met H de Fer au courant, expliquant que Renard est une taupe fraîchement recrutée, qui était censée diffuser des informations. Théo ne s'attendait pas à ce qu'il infiltre la foule, et risque d'être infecté. Alors, ils sont curieux de savoir pourquoi il risquerait sa vie pour quelques informations. Renard admet rapidement qu'il a déjà compris que tout le monde ici travaille pour Roland Wimbledon, et non pour Timothy. C'est alors que Théo décide qu'il vaudrait peut-être mieux se débarrasser de ce type, puisqu'il en sait trop, et pourrait constituer une menace pour leur plan. Cependant, Fox insiste rapidement sur le fait qu'il est aussi prêt à travailler avec Roland. Mais H de Fer n'y croit pas. Il refuse de faire confiance à un rat qui a déjà travaillé pour Timothy.
Mais Fox fait vite monter les enchères, déclarant qu'il est en fait un ennemi de Timothy. Soudain, une petite fiole tombe de la poche de Fox, et Theo est assez surpris d'entendre qu'il est en réalité un ennemi de Timothy. Theo se penche pour ramasser la fiole à l'air suspect. Et Fox prétend aussitôt que c'est le remède sacré de l'Église, qu'il a obtenu au marché noir à prix d'or. Il exprime ensuite son désir de rejoindre l'équipe de Roland, car il souhaite lui aussi l'anéantissement de Timothy. Fine Moustache demande à Theo ce qu'il pense de la situation. Theo explique que, lorsqu'il n'est pas sûr de ce qui est vrai ou non, il choisit généralement la solution la plus sûre. Ce qui signifie ici décider de tuer Fox. À ce moment précis, Nightingale entre en scène et dit à Theo de la laisser s'occuper de savoir si Fox ment ou non, car elle est un véritable détecteur de mensonges humains. En quelques instants, Fox avoue tout. Il commence par préciser qu'il n'a pas fait faillite à cause du jeu, ni que sa femme ne l'a trompé. Ce ne sont que des bobards. En fait, il faisait partie du Chapeau de Pigeon, une troupe de cirque, qui se produisait dans les quartiers centraux de la capitale. La troupe n'était pas très grande, mais c'était une équipe très soudée, et Fox a rencontré sa femme à cette époque. Après leur mariage, ils ont économisé assez d'argent pour acheter une maison dans la capitale. Mais tout a été détruit quand Timothy a commencé sa chasse aux sorcières. Sous son règne impitoyable, les patrouilles sont devenues folles à la recherche de suspects. Et la femme de Fox a été capturée sur la base d'accusations infondées de sorcellerie. Plus tard, Fox a cru pouvoir soudoyer les gardes de la prison pour libérer sa femme. Ou au moins avoir une chance de la voir, mais ces sales salauds cupides ont juste pris son argent. Et ont refusé de le laisser la voir. Ils lui ont promis qu'il pourrait la récupérer plus tard. Mais quand il a finalement reçu l'appel, elle n'était plus qu'un cadavre mutilé. À partir de ce jour, Fox a juré d'obtenir justice pour sa femme, mais le garde responsable de sa mort s'en est tiré avec seulement 10 coups de fouet, et tout ce que Fox a reçu fut la somme dérisoire de 3 royaux d'or, en compensation pour la perte de sa femme. C'est ce qu'on appelle remuer le couteau dans la plaie. Je ne sais pas pourquoi, mais le seul but de Fox dans la vie est devenu de se venger de Timothy. Il a rallié le soutien de ses amis de la troupe de cirque, et comme il n'était pas vraiment aguerri au combat, ils ont utilisé leurs compétences pour infiltrer diverses organisations clandestines. Ils ont recueilli des renseignements sur Timothy et les ont diffusés à ses ennemis. Ce faisant, il a également rencontré Theo et a gardé un œil sur lui, qui était censé travailler pour Timothy, pour se débarrasser des réfugiés de la ville, mais Fox a fini par découvrir que Theo travaillait en réalité pour Roland. Le voilà donc, toujours attaché à la chaise, insistant sur son désir de rejoindre Roland. Si cela signifie faire tomber Timothy, il est prêt à déballer tous les détails croustillants qu'il possède sur Timothy pour que cela se produise. Une fois que l'homme a fini de parler, Theo se tourne vers Nightingale et lui demande de s'occuper de l'affaire. Elle le rassure rapidement en lui disant que Fox est sincère et qu'il n'y a rien de malhonnête dans ses propos. Cependant, elle n'est pas sûre qu'il leur sera réellement utile. Pendant que Theo hésite encore à garder Fox dans les parages, Fox est émerveillé de voir comment le prince Roland laisse vivre les sorcières et sauve tant de réfugiés. Il se demande si Timothy avait été aussi bienveillant, sa femme serait peut-être encore en vie. Nightingale sourit, voyant que Fox n'est pas rebuté par le comportement inhabituel de Roland. Finalement, il décide donc de le laisser se joindre à eux et lui détache rapidement les mains. Theo lui dit de rester avec lui et d'aider en ville pour l'instant. Theo est de retour dans le même hôtel, où il tombe à nouveau sur Blackhammer. Le colosse est ravi que le médicament ait fonctionné, disant que sans cela, ces deux imbéciles qu'il tient seraient déjà morts. La petite fille remercie Theo d'avoir guéri la peste, se demandant s'il travaille avec l'Église. Theo garde son identité secrète et affirme que le médicament provient de haut placés, de la royauté, et que l'Église ne fait qu'inventer des histoires sur les sorcières qui causeraient la peste. Il demande donc l'aide de tout le monde ici pour guérir tous les roturiers. À ces mots, Blackhammer s'anime et demande si le client de Theo les a vraiment autorisés à vendre le médicament. Notre Theo le confirme et explique que son client est furieux contre l'Église pour avoir trompé le public. Il craint que, si l'Église continue de répandre sa propagande et de rallier tous les roturiers à sa cause, elle finira par gouverner tout le royaume. C'est pourquoi le client de Theo, qui n'est autre que notre cher Roland, veut bien sûr guérir tous les roturiers de la ville. Theo lance une bourse d'eau contenant l'eau purifiée de Lily et dit aux rats qu'ils peuvent la vendre pour 10 pièces d'argent, avec 40% de la recette pour eux. Les types s'animent à l'idée de se faire de l'argent facile. Theo explique qu'il a fait entrer en contrebande
Des médicaments d'une valeur de près de 5 à 6 000, donc s'ils vendent tout, il pourrait se faire un paquet d'argent. Il souligne aussi qu'il sait qu'il pourrait essayer de vendre le médicament à un prix encore plus élevé. Pour bien se faire comprendre, Théo donne un coup de dague sur le bureau et les prévient que son client ne pardonne pas à ceux qui essaient de jouer les malins, alors il ferait mieux d'éviter d'arnaquer les autres. Pour leur propre profit. Il leur dit aussi de ne pas vendre tout le stock d'un seul coup. Pour éviter la spéculation et que c'est leur problème à partir de maintenant. Puis il leur demande une dernière fois s'ils sont partants pour le boulot. Hammer reste silencieux un instant. Puis saisit la dague et dit avec assurance qu'il est partant. Après avoir entendu la réponse, Théo l'informe rapidement que les médicaments arriveront à l'auberge dans 2 jours. Au coucher du soleil. La scène suivante nous emmène à l'église où des gens font la queue devant un prêtre. Un homme s'agenouille et informe le prêtre que toute sa famille a attrapé la peste et qu'il a désespérément besoin du remède sacré. Il explique qu'il s'est fait arnaquer par ces rats du marché noir. Quand il a essayé d'acheter des médicaments, et que maintenant tout ce qui lui reste à offrir est un petit œuf. Le prêtre prend l'œuf, mais non sans lancer un regard sévère à l'homme. Il lui dit qu'il sera puni pour ne pas avoir fait confiance à l'Église. Et pour avoir essayé d'acheter des médicaments au marché noir douteux. Puis le prêtre lui ordonne de se relever. Afin d'obtenir le pardon, le prêtre lui dit qu'il devra consacrer le reste de sa vie à l'Église. L'homme accepte rapidement, disant qu'il est prêt à dédier sa vie sur le champ. Soudain, un autre homme entre en trombe et dit au prêtre qu'un rapport signale que quelqu'un fait sortir clandestinement les malades de la ville. La nouvelle surprend grandement le prêtre. Peu après, on retrouve un prêtre qui cuisine cet homme. Œil d'aiguille, qui prétend avoir des nouvelles encore plus croustillantes. Le prêtre promet à cet homme que, si ces informations s'avèrent exactes, il sera récompensé avec le remède sacré pour son aide. Œil d'aiguille explique alors rapidement que il y a des navires vides au fleuve commercial à l'extérieur de la ville, spécifiquement pour transporter les malades. Ce qui est encore plus blasphématoire, c'est qu'ils ont un moyen de guérir la peste démoniaque. Il dit que les soldats ont fait boire une eau étrange aux malades. Ce qui a fait disparaître rapidement leurs taches noires. Ces soldats de la région ouest offrent également de la nourriture et un abri à quiconque s'y installe. Pour ne rien arranger, il y a des sorcières parmi ces gens. La mention des sorcières secoue le prêtre jusqu'à la moelle, et Œil d'aiguille confirme qu'il en a même vu une volée dans les airs. Un prêtre grince des dents à cette révélation, tandis que l'autre demande combien de personnes sont de leur côté, et si Œil d'aiguille est sûr que ce sont des mercenaires employés par les marchands. Œil d'aiguille le confirme plus ou moins, en disant qu'il ne portait pas d'armure, n'avait pas de chevaux, et n'était armé que de lances en bois, et il affirme qu'il y a probablement moins de 100 d'entre eux. Le prêtre lance une fiole de remède en direction d'Œil d'aiguille, qui après avoir vu sa récompense arriver vers lui, ajoute rapidement qu'il y a aussi des rumeurs selon lesquelles toute cette affaire a été organisée par le dirigeant de la ville frontalière, qui cherche à développer ses terres. Le prêtre félicite Œil d'aiguille pour l'information. Mais avant que le pauvre homme ne puisse profiter de sa récompense, sa gorge est transpercée par une dague par derrière, le laissant se tordre de douleur, et l'attaquant est une silhouette louche en robe de bure. Après la mort d'Œil d'aiguille, le prêtre subalterne demande à son supérieur s'il croit vraiment à ce que racontait Œil d'aiguille. Le prêtre supérieur dit qu'il devra vérifier, mais il soupçonne qu'il y a une part de vérité. Il prévoit de poster 2 éclaireurs sur les murs de la ville pour comprendre ce qui se passe. Le prêtre confie la mission à son subalterne, lui ordonnant que s'il y a bien des mercenaires et des sorcières sur les quais, il devra acheter tous les remèdes que les rats vendent en ville. Il a peur que si les gens de la ville frontalière continuent de répandre leurs remèdes, plus personne ne se soumettra à l'Église. Quant aux sorcières, le prêtre décide de confier cette tâche à un mystérieux personnage connu sous le nom de Sans-Visage. Il s'avère que Sans-Visage n'est pas une personne ordinaire, lorsque le prêtre lui dit de reprendre sa véritable forme. Le vieil homme se transforme rapidement en une femme d'une beauté éblouissante, rayonnant de la beauté et de la grâce indéniable d'une sorcière. Il semble qu'elle ait une affection particulière pour le prêtre, et l'assure qu'elle s'occupera de sa part du travail. De retour au rempart de la ville, notre groupe fait un excellent travail pour évacuer tous les réfugiés. Rossignol informe D'Ameco que l'opération est un succès jusqu'à présent, et que tout le monde devrait pouvoir atteindre les navires avant le coucher du soleil. D'Ameco semble un peu distante. Quand Rossignol lui demande à quoi elle pense, elle répond qu'elle est simplement émerveillée. Elle explique qu'avant d'être vendue à la capitale, elle a traversé de nombreuses épreuves.
Elle pensait que les gens du Château Gris étaient particulièrement cruels parce qu'elles venaient des déserts. Mais elle se rend compte qu'ils ne sont pas si différents des habitants de la Cité du Sable de Fer. En réponse, Rossignol lui rappelle qu'il y a aussi de bonnes personnes. Et cite Roland Wimbledon comme un exemple éclatant. Sœur Echo demande alors à Rossignol si elle pense vraiment que le prince peut changer les choses. Elle croit que peu importe si les gens viennent du continent, des déserts, ou s'ils sont des sorcières. Elle veut juste que tout le monde vive librement et heureux. Rossignol lui adresse un sourire rassurant et dit qu'elle espère que les étranges inventions et les armes bizarres du prince feront la différence. Dame Echo plaisante sur la confiance que Rossignol lui accorde, mais Rossignol se contente de lui sourire en retour. Echo partage sa propre foi en le prince et a hâte de voir la région du Sud en paix à nouveau. Pendant ce temps, Hache de Fer est sur le rempart. Tout en surveillant attentivement tout le monde, il ne peut s'empêcher de remarquer que l'organisation des rats se prépare à les encercler. Théo explique que c'était à prévoir depuis le début. Car ces rats des bas-fonds sont de la pire espèce et ne sont pas connus pour garder des secrets. Il est certain qu'il les surveille sous les ordres de quelqu'un de plus haut placé. Hache de Fer ignore simplement l'inquiétude, en disant qu'il se fiche des espions dans leur camp, mais qu'il ne veut tout simplement pas que leur vente de médicaments chute. Théo le rassure en lui disant qu'il surveille de près son équipe qui s'occupe de la vente des médicaments. Et qu'il ne sera donc pas là pour dire au revoir lorsqu'ils partiront pour la ville frontalière. Le capitaine Hache de Fer lui adresse un doux sourire et dit de ne pas s'inquiéter, ils se retrouveront lorsque le prince lui-même viendra revendiquer la capitale. Alors que la nuit tombe, on revoit cette sorcière, surveillant l'équipe. Elle saisit sa chance, se jetant sur un des soldats avec une dague. Avant qu'il ne puisse réagir, elle lui tranche la gorge, le laissant mort sur le sol. Elle se déshabille ensuite et se déguise avec l'uniforme du soldat. Alors que Foudre revient de sa patrouille au camp, la première question de Wendy concerne la situation actuelle. Foudre rapporte que Hache de Fer a déjà emmené l'équipe d'infanterie pour s'occuper des rats. Dame Echo donne de l'eau à Foudre et Lily se plaint de ne pas avoir pris de douche depuis des jours. Tout ce qu'elle veut en ce moment, c'est de rentrer chez elle et de profiter du luxe d'une bonne douche. Foudre manque de s'étouffer avec son eau et ne peut s'empêcher de taquiner Lily, qui parle comme une élite gâtée, surtout qu'elle déteste les nobles. Pendant que les filles se taquinent, la sorcière déguisée en simple soldat fait irruption. Elle espère se fondre dans la masse sans problème, mais on ne trompe pas Rossignol si facilement. Elle apparaît rapidement derrière la sorcière déguisée, le canon de son pistolet pressé contre sa tête, et exige de savoir qui elle est vraiment. La sorcière tente de maintenir la comédie, affirmant s'appeler Ford et être simplement de patrouille, mais Rossignol ne gobe pas ses sornettes, soulignant rapidement qu'elle n'a jamais vu un homme avec de la magie en lui auparavant. Rossignol en déduit que ce type n'est pas un homme ordinaire. C'est soit une sorcière qui s'est infiltrée, soit un très rare sorcier. Quoi qu'il en soit, elle est sûre que ce n'est pas le Ford qu'il prétend être. Sa couverture étant grillée, la sorcière décide de passer à l'offensive. Elle se jette sur Rossignol avec une dague, mais Rossignol esquive facilement. La sorcière se tourne alors vers Lily, cherchant à la poignarder. Wendy s'interpose pour protéger Lily. Et cette femme abat sa dague sans attendre. Rossignol intervient et tire une balle, qui atteint la sorcière en pleine poitrine. La sorcière s'effondre sous le coup de l'unique balle. Et en tombant, elle reprend sa forme originelle, alors qu'elle gît au sol, rendant son dernier souffle. Elle est submergée par les souvenirs de la prêtresse Heather, qui l'a recueillie et lui a donné le nom d'Afra. Ce souvenir lui amène les larmes aux yeux. Pendant ce temps, tout le monde se précipite vers Wendy pour vérifier si elle est blessée. Wendy leur assure qu'elle va parfaitement bien. Et il s'avère que la dague ne l'a même pas touchée. Elle portait une armure fabriquée par notre héros, ce qui l'a probablement sauvée d'une grave entaille. Pendant ce temps, Lily est encore sous le choc et au bord des larmes. Visiblement terrifiée par cette grosse frayeur, elle s'en prend alors à Wendy, lui disant de ne plus se jeter ainsi dans le danger. Wendy réconforte Lily en lui tapotant la tête, expliquant qu'elle a simplement été prise dans le feu de l'action et a sauté devant la lame pour la protéger au lieu d'utiliser sa magie du vent, pendant qu'elle discute et se réconforte. Lightning se demande pourquoi la sorcière les a attaqués en premier lieu. Elle ne comprend pas pourquoi une autre sorcière se retournerait contre elle. Nightingale intervient et dit à Lightning que cette femme n'est pas comme elle. Cette nuit est la dernière pour tout le monde ici avant de partir pour la ville frontalière. Et plus tard cette nuit-là, les rats ont tenté de lancer une attaque surprise majeure. L'attaque avait été anticipée et au final,
Notre première armée a déploré un soldat tué et 4 blessés. Par la suite, les tirs de mousquet ont continué. Et la bataille s'est achevée sans combat rapproché, les rats se dispersant dans la nuit. Et comme le départ de notre groupe était prévu pour le lendemain matin, il n'était pas nécessaire de les poursuivre. Les 4 soldats blessés ont reçu les premiers soins de Lily et leurs hémorragies ont été stoppées. Ils ont également retrouvé dans un champ le soldat tué par la sorcière. C'était le soldat mort loin de chez lui, il a donc eu droit à des funérailles respectueuses. Et tout le monde a exprimé un profond respect et son deuil pour cette unique perte. La première bataille de la première armée en terre étrangère ne fut pas un succès, mais pas non plus un échec. Le cœur lourd, tout le monde se prépare pour le voyage de retour par la mer. Dame Tilly s'aventure enfin dans son périple avec ce voyageur. Le blond explique qu'il y a d'innombrables îles dans la baie et que personne ne s'est jamais approché aussi près de leurs frontières. Plus ils avancent vers l'est, plus la météo devient étrange. Et les îles restent les mêmes, alors il ne sait pas à quel point elles peuvent devenir étranges. La princesse Tilly demande s'il est en train d'insinuer qu'il n'y est jamais allé auparavant. Malgré sa réputation d'explorateur renommé, peu ont osé traverser l'île infernale. Et de continuer vers l'est, et ce blond serait prétendument l'un d'entre eux. Le blond balaie ça d'un rire, disant que ce ne sont que des histoires exagérées qu'il a entendues. À son sujet de nombreuses fois, tout en allumant son cigare. L'explorateur blond explique que des aventuriers courageux de la baie se dirigent vers l'est chaque année. C'est difficile de découvrir quelque chose de nouveau à cause des violents ouragans. Et des brouillards soudains qui rendent la navigation vraiment difficile. Pendant ce temps, Ash révèle dans ses pensées que ce grand explorateur a disparu il y a 2 ans. Beaucoup de gens pensaient qu'il était mort dans un accident, mais il se trouvait en fait sur l'île de Slumber. Il a créé des cartes navales et parti à la recherche d'autres ruines. Dame Tilly a décidé de travailler avec lui. Pour explorer les ruines, et depuis qu'elle travaille avec lui. Ce type n'a jamais parlé des 2 années où il a disparu. Et Tilly ne l'a pas mentionné non plus, même si elle connaît probablement son passé. Pendant ce temps, Tilly explique que les ouragans par ici sont, en fait, assez terrifiants. L'aventurier est d'accord, ajoutant que les sorcières sont absolument incroyables. Il mentionne que, si ce n'avait pas été pour une sorcière nommée Molly, c'en était fini d'eux. Soudain, la canne à pêche de Molly s'accroche et elle s'exclame que, il y a un gros poisson au bout de sa ligne. L'aventurier est encore émerveillé par la façon dont Molly a invoqué cet immense bouclier hier pour protéger leur navire. Il remarque que son équipage a cessé d'en vouloir aux sorcières grâce à ça, donc d'une certaine manière. L'ouragan s'est avéré être une bénédiction. Il révèle qu'il a toujours pensé que les sorcières feraient les meilleures exploratrices du monde. Tilly déclare joyeusement qu'il y a déjà une sorcière connue comme la plus grande exploratrice. L'aventurier semble être d'accord et il semblerait que il parle peut-être de Lightning. Pendant ce temps, Molly attrape un autre poisson. Et celui-ci semble encore plus gros que le précédent. Le type qui se tient à côté est absolument sidéré par ce qui est sur le point de sortir de l'eau. Dès que Molly se retourne, un étrange monstre marin avec des milliers de dents acérées se jette sur elle, dans le but de la dévorer d'une seule bouchée. Mais Ash est prompt à réagir, plongeant avec son épée géante et tranchant le monstre nettement en 2. Elle dit à tout le monde de reculer, puis charge en avant avec son épée, tailladant le monstre restant à la vitesse de l'éclair et le tuant d'un seul coup rapide. Après s'être occupé des monstres marins, Ash va voir Molly pour s'assurer qu'elle va bien. Molly la rassure en lui disant qu'elle va bien. Ash se tourne alors vers l'aventurier. Interrogé sur ces créatures marines monstrueuses, l'aventurier explique que ces monstres sont de légendaires démons des mers. Ils sont tristement célèbres pour se déguiser en poissons ordinaires juste pour pouvoir tromper les pêcheurs et les inciter à les hisser à bord. Il existe un mythe selon lequel s'ils mangent des humains, des bras leur poussent, mais ce ne sont que des balivernes. En réalité, ils sont connus sous le nom de démons. Les yeux de Tilly s'écarquillent de stupeur à la mention du mot démon. À ce moment-là, un des membres de l'équipage remarque que le brouillard a commencé à envelopper la zone. L'homme connu sous le nom de Tonnerre, d'ailleurs, crie rapidement à tout le monde d'abaisser les voiles. Parce qu'ils entrent dans les eaux fantômes. Eh bien, à bien y réfléchir. Le père d'Éclair s'appelle aussi Tonnerre, et c'est un aventurier tout comme elle. On dirait que nous avons enfin trouvé le père d'Éclair. Pendant ce temps, Tonnerre explique que, à mesure qu'ils se rapprochent de l'île fantôme, le même genre de démons qu'ils viennent de chasser vont apparaître en nombre encore plus grand. Le brouillard, les rochers et les autres créatures donnent à cet endroit l'allure d'un champ de bataille spectral.
C'est pourquoi de nombreux explorateurs viennent ici, mais peu trouvent l'entrée des ruines. Heureusement, ils n'ont pas à se soucier de tout ça pour le moment. Car l'animal de compagnie gélatineux de Molly les guide en toute sécurité. Tonnerre est une fois de plus émerveillé par la façon dont, peu importe à quel point la région devient chaotique, l'animal les avertit toujours de tout danger imminent. Ash demande alors si toutes ces îles sont sous l'eau et Tonnerre confirme qu'elles le sont, tout. Comme l'île du sommeil. Cependant, la marée monte et descend beaucoup plus vite ici. Environ une fois toutes les 2 semaines, et la vitesse est incroyable. C'est comme s'il y avait un trou immense au fond qui aspire toute l'eau environnante. Tonnerre pense que toute l'activité des vagues de la baie est liée à cet endroit. S'ils ont de la chance, ils pourraient voir l'île principale surgir de l'eau. La princesse Tilly demande pourquoi ils n'attendent pas simplement que la marée soit complètement basse. Ainsi ils n'auront pas à s'inquiéter de heurter des rochers en naviguant. Tonnerre répond qu'ils ne peuvent pas attendre. Car lorsque la marée se retire, ils ne pourront pas voir la rivière du spectre cramoisi, qui est le seul chemin pour atteindre les ruines. Il désigne une étrange teinte rouge dans l'eau. Et même les dames sont curieuses à ce sujet. Tonnerre explique que ce sont des poissons à écailles cardinales, uniques aux îles fantômes, et qu'ils verront bientôt le cramoisi. La rivière spectre dans toute sa splendeur. La princesse Tilly s'illumine. Embullant un immensabanc de poissons. Elle comprend enfin. La rivière spectre pourpre n'est pas du tout une vraie rivière, mais juste un banc de poissons à écailles cardinales. Nageant ensemble. Cela donne l'impression qu'il y a une rivière pourpre en dessous. Tilly demande pourquoi cela se produit. Thunder explique que c'est à cause de l'île principale. Apparemment l'île a la forme d'une pyramide avec un grand espace creux à l'intérieur. Les poissons y pondent leurs œufs, et quand la marée baisse, et que l'île commence à émerger, les poissons, sentant le changement, s'affolent et se précipitent dehors. Tant qu'ils restent sur la rivière spectre pourpre, ils atteindront leur destination. Après avoir navigué un moment sur la rivière pourpre, la majestueuse île fantôme apparaît enfin, laissant tout le monde bouche bée. Un des membres de l'équipage amarre rapidement le bateau à un rocher. Alors que tout le monde débarque, la princesse Tilly lui demande si c'est lui qui a installé les poteaux pour amarrer les navires. Thunder explique que les poteaux étaient déjà là quand il a découvert l'endroit, et qu'ils ont probablement été installés par ceux qui ont construit les ruines. Dame H demande alors où se trouvent les ruines, et Thunder répond qu'elles sont juste au-dessus d'eux. Ils devront donc monter pour les atteindre. Alors qu'ils marchent à travers cet endroit sinistre. Thunder prévient tout le monde qu'il y a des pièges destinés à éloigner les pillards. Mais comme les pièges sont restés submergés si longtemps, il suppose qu'ils ne fonctionnent peut-être plus. Le seul problème est la longue marche qui les attend, ils doivent donc faire attention à ne pas s'épuiser. La princesse Tilly semble plutôt effrayée par le sentier inquiétant. On dirait que Tilly n'aime pas l'obscurité, mais heureusement Dame H a toujours été là pour la protéger. Et est prête à la guider à nouveau à travers les ténèbres. Après avoir traversé le sentier étroit, ils atteignent enfin une porte. Quand ils l'ouvrent et entrent, ils ont leur premier aperçu de la bibliothèque de l'intérieur. Alors que Tilly commence à explorer les lieux, H lui dit vivement de s'arrêter, l'avertissant que cela pourrait être dangereux. Mais Thunder les rassure, disant qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Car lui et son équipe ont déjà exploré cet endroit auparavant. Il précise qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, à part quelques tables et chaises en pierre. Car ils ont déjà récupéré toutes les pierres magiques qui étaient éparpillées sur le sol. Environ 30 au total. De plus, d'autres explorateurs sont également passés par ici. Il est donc presque sûr que l'endroit a été vidé, mais il semble que Tilly n'abandonne pas. Elle repère quelque chose de secret sur le mur et commence à l'arracher. À la stupéfaction générale, elle découvre une énorme pierre magique incrustée dans le mur. H décide rapidement de la retirer, mais Lily lui dit de ne pas le faire. À la place, elle s'approche du cristal, et une énergie magique cramoisie commence à en émaner. Alors que l'énergie s'intensifie, de l'énergie rouge commence à jaillir du cristal. C'est à ce moment que Thunder réalise que Tilly essaie peut-être de déverrouiller quelque chose que seules les sorcières peuvent activer. Les autres membres de l'équipage sont complètement perdus quant à ce qui se passe, et avant que la situation ne dégénère. Dame H intervient, attrape Tilly comme une enfant, et commence à courir pour sortir de ce pétrin. Au même moment, un escalier descend soudainement du plafond jusqu'au sol. Soutenu par de solides chaînes. L'esprit de Thunder est frappé par une illumination soudaine. En voyant l'escalier devant ses yeux, menant probablement à une pièce secrète. Tout le monde monte rapidement les escaliers, et lorsqu'ils arrivent en haut, la princesse Tilly trouve une autre pierre incrustée dans le mur,
et celle-ci ressemble à un cristal de glace. Comme on en trouverait dans le royaume de l'hiver éternel. Thunder est également stupéfait. Et fait remarquer qu'une pierre de cette taille pourrait valoir une fortune sur le marché. Tilly l'assure qu'il aura sa part du butin comme convenu. Après avoir exploré un peu plus. Il réalise que ce nouvel endroit est un lieu de vie abandonné. Il y a aussi des livres ici, mais même Tilly, qui est d'habitude assez perspicace, a du mal à les lire car la langue lui est inconnue. Elle décide d'emporter avec elle tout ce trésor de connaissances. Comme il l'avait prévu, Thunder examine ensuite le télescope. Mais tout ce qu'il voit est un noir absolu. C'est probablement parce qu'il est cassé. La princesse Tilly appelle Ash à l'aide pour déplacer une lourde plaque de bronze. Quand Ash la pousse sur le côté, il découvre une autre pierre en dessous. Tilly tend immédiatement la main vers elle. Et la pierre réagit en brillant d'une épaisse lumière cramoisie. La princesse dit à son ami que la pierre aspire continuellement sa magie. Et Ash lui dit rapidement de reculer, mais la princesse révèle qu'il est déjà trop tard. Et insiste sur le fait qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour finir. Pendant le processus, les choses prennent une mauvaise tournure alors que le sol se met à trembler. Et Tonnerre se met à tousser violemment. Ses yeux se posent de nouveau sur le télescope. Et par curiosité, il commet la grave erreur de regarder à travers. Ce qui le laisse complètement abasourdi lorsqu'il aperçoit une immense porte, qui semble être reliée aux profondeurs de l'enfer. De retour dans la ville frontalière, on voit le prince tenant une lettre envoyée par sa sœur et livrée par notre petite fille pigeon. Dans la lettre, la princesse Tilly écrit que puisque son frère aide également les sorcières, il est clair que l'Église est devenue leur ennemi. Elle révèle qu'elle est aussi une sorcière. Ce qui ne le surprendra peut-être pas, car c'est la seule raison pour laquelle les autres sorcières lui font confiance. En résumé, elle est heureuse qu'il ait gagné la confiance des sorcières. Grâce à son bon cœur, au lieu de les traiter comme de simples outils. Contrairement à ses nobles. Elle est aussi très enthousiaste à propos de toutes les inventions qu'il a créées. En guise de bonne volonté et pour construire une relation solide entre les deux camps. Contre l'Église, elle a inclus une liste de sorcières prêtes à les aider. Dans sa lettre, il peut choisir celle dont il a le plus besoin et demander à Maggie de l'en informer. Elle le prévient aussi qu'elle n'enverra pas plus de 5 sorcières. Il a donc intérêt à prévoir un bon plan de transport. L'Église est avide. Et finira par tenter de s'emparer des 4 royaumes. Elle espère donc qu'il sera prêt à les affronter le moment venu. Elle lui apportera aussi tout son soutien. Pour aider à repousser l'Église et créer un monde où les sorcières ne sont pas discriminées. C'est sur cette douce note que la lettre se termine. Le prince remercie la fille pigeon d'avoir remis la lettre. Et lui dit que Lightning est déjà partie pour la cité du roi. Avec les navires et qu'elle devrait être de retour dans quelques jours. En attendant, elle peut soit passer du temps avec Nana ou Leaf si elle veut jouer. Soit prendre un bain et se reposer un peu. Alors qu'il s'apprête à retourner à son travail. Il est surpris par une agitation à l'extérieur. Il panique, espérant que son territoire n'est pas attaqué, mais lorsqu'il regarde dehors, il voit que le laboratoire de chimie est en feu. Le prince se précipite vers le laboratoire, et quand il arrive, l'assistant du laboratoire le supplie de sauver leur professeur, qui est gravement blessé et risque de ne pas survivre. Roland calme tout le monde, disant qu'il a déjà envoyé quelqu'un pour aider. Et qu'ils seront là dans quelques minutes. En attendant, il veut prendre des nouvelles du professeur. Le visage du vieil alchimiste est salement amoché, et le chevalier Carter, ainsi que le prince ont du mal à contenir leur choc quand ils réalisent que ces blessures proviennent de l'acide. Libérés par l'explosion, la docteure dit qu'ils ont déjà prodigué les premiers soins. Et arrêté le saignement, mais elle craint que ces blessures ne soient irréparables. Sans perdre de temps, le prince dit rapidement à son garde Sean d'amener Nana au plus vite. Et Sean s'exécute immédiatement. Le prince décide d'inspecter la scène avec Carter. Et rappelle de nouveau aux gardes de ramener Nana rapidement. Ils entrent dans le laboratoire, et c'est un désastre total. Le prince dit à Carter de ne rien toucher s'il ne porte pas de gants anti-corrosion. Le prince remarque une bouteille à proximité et trouve sa présence étrange. Il la ramasse et se rend compte qu'elle ressemble à une bouteille d'alcool fort. Du marché du village à moitié vide. Il se demande si ce savant fou d'alchimiste ne serait pas en fait un vieil ivrogne, tout comme notre Rick Sanchez. À ce moment-là, le soldat arrive et annonce que Nana est arrivée. Sans perdre un instant, le prince demande à Nana de soigner les blessures de l'alchimiste. Nana déclare avec assurance que de petites blessures comme celle-ci ne sont pas un problème pour elle. Elle active ses pouvoirs,
et le visage de l'alchimiste commence à guérir. La peau de ses doigts, qui avait été gravement endommagée, commence à se régénérer et à se ressouder. C'est assez surprenant que Nana soit en train de guérir les doigts manquants de l'alchimiste, surtout qu'elle n'en était pas capable avant. Même le soldat est un peu perplexe, car il manquait 3 doigts auparavant. Mais maintenant tout est guéri. Le prince demande à Nana. Depuis quand elle est capable de faire ça? En réponse, la jeune fille explique qu'elle a découvert ce pouvoir il y a environ une semaine. Elle faisait des expériences sur des poulets. Et a réalisé qu'elle n'avait pas besoin des membres sectionnés pour les rattacher au corps. Si elle concentrait assez de magie, les membres perdus repoussaient lentement d'eux-mêmes. Elle mentionne fièrement qu'elle peut accomplir ce miracle grâce à ce que le prince lui a enseigné en classe. Sur le fait que le corps humain est composé de cellules. Les blessures ou les membres amputés sont comme des cellules perdues. Et comme la magie peut réparer ces pertes, elle était sûre que cela devrait aussi fonctionner pour les membres amputés. Aussi, c'est une tâche qui consomme un peu de mana, mais faire repousser un doigt est gérable. Tandis que régénérer un bras entier est plus difficile. Une fois que l'alchimiste est complètement guéri, il ouvre les yeux et se réveille en sursaut. Il s'empresse de rapporter qu'il a enfin créé ce que le prince lui avait chargé de fabriquer. Curieux, le prince lui demande s'il parle du fulminate de mercure. L'alchimiste confirme avec un oui frénétique. Il explique que le catalyseur manquant s'est avéré être l'alcool. Au début, il a essayé des douzaines d'ingrédients différents, mais aucun n'a fonctionné. Après cette série de malchances, il a acheté de l'alcool pour se remonter le moral et s'est souvenu grâce au livre de chimie que l'alcool est un produit organique et un ingrédient important pour certaines réactions. Il a extrait l'alcool de la boisson spiritueuse et a mené un nouveau test, qui a étonnamment réussi à la 6e tentative. Il se met à divaguer sur quelques détails scientifiques, qui ne sont pas cruciaux pour le moment. En bref, alors qu'il expérimentait avec de l'alcool, il a accidentellement provoqué une explosion, pas du genre amusant, mais une plutôt violente. Le prince est plutôt content de la découverte, mais il est aussi plutôt triste. Et dit à l'alchimiste de ne pas tenter ce genre de cascade risquée. À l'avenir, car il n'est pas riche. Le prince dit au vieil alchimiste que, sans Nana, il serait déjà mort. Les yeux de l'alchimiste s'illuminent de stupéfaction. Et il demande si les sorcières peuvent soigner les blessures causées par les expériences. Quand il entend la réponse, il devient complètement fou de joie. Excité à l'idée de pouvoir maintenant expérimenter sans se soucier de mourir. Le prince et Nana sont un peu désemparés face à la frénésie du vieil homme, mais l'esprit de Roland se met alors à bouillonner au sujet de leur expérience réussie. Ce qui le laisse avec un sourire jusqu'aux oreilles car il a une excellente idée pour fabriquer une amorce de cartouche, tout cela grâce à la découverte du fulminate de mercure. Mais avant de pouvoir se plonger dans ces expériences passionnantes, le prince a des devoirs de souverain ennuyeux à gérer. Et cela ne l'enchante guère. Juste au moment où le prince espérait avoir un peu de temps libre pour expérimenter, une lettre arrive de la forteresse de Longsong. Concernant une épidémie qui frappe toute la forteresse. Il doit aussi prendre des nouvelles d'Anna et de la forge. Après avoir finalement réussi à trouver un moment, il s'assoit pour répondre à sa sœur. Pendant ce temps, les navires de la cité royale sont enfin arrivés. Dans sa lettre, le prince écrit qu'il est ravi de leur alliance et est déterminé à détruire l'Église à tout prix. Il promet d'étendre son territoire pour permettre aux sorcières de vivre librement, et il est enthousiasmé par les nouvelles sorcières qui arriveront le mois prochain. Il a également tracé un itinéraire sûr depuis les fjords jusqu'à la ville frontalière pour éviter l'Église et assurer un voyage en toute sécurité pour les sorcières. Il assure à sa sœur qu'il enseignera les bases aux sorcières une fois qu'elles arriveront à la ville frontalière, et chaque sorcière qui évoluera augmentera leurs chances de vaincre l'Église. Enfin, il inclut les noms des 5 sorcières qu'il a choisies et espère les voir bientôt. La première est Lotus avec des pouvoirs de formation de la terre, la seconde est Cande, spécialisée dans la préservation d'état. La troisième est Evelyne avec la transmutation d'alcool, la quatrième est Honey, une dresseuse de bêtes. Et la cinquième est Sylvie, connue comme l'œil de la magie. Une fois qu'il a fini la lettre, il dit à Nightingale d'aller se reposer car tout le monde est épuisé par le voyage à la forteresse de Longsong pour combattre la peste. Il semble que Nightingale soit encore troublée par quelque chose, alors le prince demande si c'est à propos de la sorcière qu'elle a tuée dans la cité du roi. Nightingale admet qu'elle ne voulait pas la tuer. Mais la sorcière dégageait une malveillance si intense qu'elle savait que la seule façon de l'arrêter était de lui ôter la vie. Le prince la rassure,
en disant que ce sont des choses qui arrivent et que ce n'est pas sa faute. Il explique que comme elle a été élevée par l'Église, elle voyait probablement tout le monde comme des traîtres. Et que changer cet état d'esprit serait extrêmement difficile sans des années d'interaction. Non seulement ça, il lui attribue également le mérite d'avoir sauvé la vie de Wendy. Nightingale hoche la tête et reconnaît qu'elle a fait de son mieux pour sauver ses autres sœurs. Et que c'est ce qui compte pour elle. Voyant sa résolution, le prince est fasciné qu'elle soit passée à autre chose au lieu de s'y attarder. Puis, Nightingale essaie de poser une question, et le prince lui demande ce que c'est. Elle demande s'il a fait quoi que ce soit avec Anna pendant que tout le monde était parti à la cité du roi. La question prend le prince au dépourvu, et il demande timidement ce qu'elle insinue. Il explique qu'il a été occupé avec les réfugiés. Et n'a pas eu beaucoup de temps seul avec Anna, donc il n'a pas fricoté avec elle. Il semble qu'il ait oublié que Nightingale peut voir à travers les mensonges. Et elle n'hésite pas à le souligner, puis dans un geste surprenant. Elle l'embrasse passionnément. Après leur baiser intense, elle dit que si le prince veut être avec Anna. Elle est d'accord avec ça. Tout ce qu'elle veut, c'est rester à ses côtés. Le prince, complètement embarrassé, rougit et esquisse un léger sourire. Sur ces dernières paroles, Nightingale commence à se dissoudre dans son brouillard, laissant le prince seul. La scène passe ensuite à Anna, qui est occupée à préparer des champignons. Alors qu'elle se déplace, Nightingale apparaît soudainement derrière elle. Anna propose les champignons à Nightingale et explique qu'elle prépare des encas pour le prince. Maggie a cueilli ces champignons, baisers d'oiseaux, dans la forêt brumeuse aujourd'hui, et ils sont super frais. Comme le prince a beaucoup travaillé ces derniers temps, elle a pensé que quelques encas lui feraient plaisir. Anna demande à Nightingale si elle veut en goûter une fois qu'elle aura terminé. Nightingale demande si Anna peut lui montrer comment les préparer, et Anna est plus qu'heureuse de le lui apprendre. Les deux jeunes femmes se mettent à cuisiner. Anna place les champignons sur une assiette. Après les avoir nettoyés et assaisonnés d'une sauce pour en exalter la saveur. Elle les fait griller jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur dorée, et toutes deux apprécient ce moment de cuisine partagée. Pendant qu'elle cuisine, Anna demande à son aîné si le prince lui a manqué. Nightingale reste silencieuse et a l'air assez embarrassée. Anna la rassure, en lui disant qu'elle n'est pas la seule à qui il a manqué, car tous ceux qui sont allés à la cité du roi ont ressenti la même chose. Remarquant le comportement inhabituel de Nightingale, la cadette lui demande ce qui ne va pas. Nightingale répond simplement que ce n'est rien, mais admet qu'il lui a manqué aussi. Anna fait alors remarquer que, si elle était à la place de Nightingale, elle mourrait d'envie de retrouver le prince. Nightingale devient un peu sombre en entendant cela, mais Anna la ramène alors à la réalité, lui rappelant que les champignons sont en train de brûler. Une fois qu'ils sont prêts, Nightingale en prend une bouchée et les trouve délicieux. Anna ne tarit pas d'éloges sur le goût incroyable de ces champignons lorsqu'ils sont cuits à la perfection. Après avoir terminé, Anna apporte une assiette de champignons parfaitement grillés au prince. Elle mentionne que Nightingale a aidé à cuisiner, mais qu'elle était un peu mal à l'aise, alors elle n'est pas venue. L'esprit du prince repense soudainement au baiser avec Nightingale. Et il est momentanément troublé. Essayant de se concentrer, il saisit un champignon, tout en pensant encore à ce baiser. Et en prend une bouchée. Instantanément, une explosion de saveur éclate dans sa bouche. Il est en pleine extase, comme s'il était dans un anime de Food Wars. Les champignons sont parfaitement salés et ont une texture moelleuse qui sublime le goût. Le prince demande s'il y a beaucoup plus de ces champignons. Anna dit qu'ils peuvent en récolter davantage, car Maggie n'a fait qu'un seul voyage et a rapporté un grand sac. Il mentionne qu'il aimerait aussi cuisiner quelques légumes, car il commence à en avoir marre de la viande. Il saisit un autre champignon, et dès qu'il en prend une bouchée, son visage pâlit. Il est submergé par un goût de sel écrasant, et des larmes commencent à couler involontairement. À cause du sel. Anna explique avec charme que cette fournée a été préparée par Rossignol, qui a vraiment prêté attention à chaque étape. Le prince devine que ces champignons viennent de Rossignol. Surtout parce qu'ils sont un peu maladroits mais attachants. Il songe au fait qu'il a passé la majeure partie de sa vie à travailler sur des plans et n'a jamais vraiment eu l'occasion de profiter de choses simples comme celle-ci. Ce qui le rend incertain sur la manière de répondre à leurs sentiments. Il repose l'assiette sur la table. Et Anna lui demande s'il aimerait manger d'autres champignons un autre jour. Il l'assure que ce sera avec plaisir et qu'ils étaient absolument délicieux. Quelques jours plus tard, c'est le jour de la cérémonie de remise des prix dans la ville frontalière, où des personnes seront honorées pour leurs contributions significatives.
Le prince réfléchit aux accomplissements qu'ils ont réalisés, comme le combat contre les démons, la prise de la forteresse du Longchamp, et tout le reste. Il reconnaît que ces exploits ont tous été possibles grâce aux efforts de toutes les personnes impliquées. Il ne s'agit pas seulement d'élites ou d'artistes, mais de gens ordinaires qui ont fait une énorme différence. En guise de remerciement, chacun recevra une récompense généreuse, une médaille spéciale conçue par le prince lui-même, ainsi que 100 royaux d'or et 5 arpents de terre. La foule éclate en acclamations à la perspective des récompenses, tandis que le prince lance la cérémonie en invitant Hache de Fer, le commandant de la première armée. Sur scène, pendant que Sœur Echo chante une magnifique chanson pour ajouter une touche spéciale à la cérémonie. Hache de Fer semble assez anxieux devant toute la foule, tandis que le prince fait l'éloge de Hache de Fer pour ses missions réussies, comme l'escorte des habitants de la Cité du Roi et d'autres actes héroïques. Hache de Fer est visiblement nerveux. Mais alors que la médaille est placée sur sa poitrine, la foule éclate en applaudissements et en acclamations. Une fois de plus pour leur commandant. Hache de Fer, tout en maîtrisant à peine son trac, fait un dernier salut, s'agenouillant devant le prince, et frappe nerveusement sa tête contre le sol, remerciant le prince pour la reconnaissance et les récompenses qu'il estime ne pas mériter alors qu'il quitte la scène. Rossignol et le vieux conseiller remarquent le bonheur sincère qui illumine le visage de Hache de Fer. La personne suivante à être appelée est Kyle Sichi, le célèbre savant fou, qui a fait tout le chemin depuis la cité de l'eau rouge. Tout le monde est surpris qu'une personne de sa stature soit venue dans la ville frontalière après avoir quitté le centre d'alchimie de l'eau rouge. Le prince Roland explique que bien que Sichi n'ait pas participé au combat, ces améliorations continues des armes à feu ont joué un rôle crucial dans leur victoire. Il en profite également pour brandir le prospectus du laboratoire de chimie, mentionnant qu'il recrute des personnes ayant terminé l'enseignement primaire. Le vieil homme semble assez agacé d'avoir été tiré du laboratoire pour cela, mais le prince le rassure en lui disant que c'est une excellente occasion d'obtenir plus d'aide. Pour le laboratoire, une fois qu'il s'agrandira, ils auront une plus grande équipe appelée Chimie 2001. L'humeur du vieil homme s'illumine, et il commence à incliner la tête en signe de gratitude. La suivante est Nana, qui est récompensée pour son travail de guérison alors qu'elle monte sur scène. La foule se met à chanter ses louanges. Tout le monde la remercie pour les fois où elle les a soignés. Et cela fait complètement fondre le cœur de Nana. Submergée par l'émotion, elle repense à tout le travail acharné qu'elle a fourni et est au bord des larmes. Réalisant qu'elle est enfin reconnue, le prince lui dit de se calmer et de simplement répondre à l'enthousiasme de tous. Elle essuie ses larmes, se redresse sur la scène et remercie tout le monde pour leurs généreuses louanges. Une fois la cérémonie terminée, le prince a l'air complètement épuisé par tous les discours et les activités. Alors qu'il est sur le point de sombrer dans un repos bien mérité, Nana apparaît, met un doigt sur ses lèvres et lui fait signe de se taire. Surpris, le prince la suit dans son bureau, où il voit toutes les sorcières alignées dans le couloir. Dame Parchemin s'avance, présentant ses respects et le louant pour son incroyable travail acharné. Elle peine à trouver les mots justes pour exprimer sa gratitude. Le prince, un peu nerveux, écoute les sorcières expliquer qu'elles ont enfin trouvé la montagne sacrée qu'elles cherchaient, tant qu'il ne les renvoie pas. Elles sont plus qu'heureuses de rester et de travailler avec lui. Le prince balaie leurs flatteries, leur disant que tout ce qu'il a accompli est grâce à leur soutien. Donc elles n'ont pas besoin de se sentir redevables. Wendy intervient alors, annonçant que tout le monde devrait se diriger vers la salle à manger et que le prince les rejoindra bientôt. Après s'être changé, une fois la foule dispersée, Sœur Parchemin prend le prince à part, lui rappelant qu'il a brûlé la chandelle. Par les deux bouts, elle remarque à quel point il a l'air fatigué et lui suggère de mieux prendre soin de lui. Le prince balaie ça d'un revers de main, insistant sur le fait qu'il va parfaitement bien. Mais ses yeux fatigués le trahissent. Pendant ce temps, les sorcières qui marchent dans le couloir sont en pleine effervescence à l'idée du festin qui les attend. Elles sont toutes curieuses de savoir quel délicieux mets les attendent sur la table. De retour dans ses appartements, Anna est toujours avec le prince. Elle le remercie personnellement, ses mots ne parvenant pas à exprimer la profondeur de sa gratitude. Le prince, qui commence à se changer pour une tenue plus confortable, lui demande nonchalamment pourquoi elle est si déterminée à rester dans la ville frontalière. Anna, avec une pointe de timidité, admet qu'elle n'a pas de raison particulière, mais indique clairement qu'elle le suivra où qu'il aille. Elle pose sa tête contre sa poitrine, cherchant réconfort et assurance.
pendant que le prince et Anna sont en plein moment d'émotion. Ce type de l'église, dont j'ai oublié le nom, se tient devant la porte. Impatient de discuter des plans d'un pont avec le prince, mais après avoir jeté un œil par la porte. Il réalise que ce n'est pas le meilleur moment pour interrompre et décide de se débrouiller tout seul. Pendant ce temps, à la périphérie de la capitale du Château Gris, nous retrouvons Théo. Fox a amené sa troupe de cirque et il présente le premier homme comme un magicien qui était en mission d'infiltration à Dreamwater, recueillant des informations croustillantes pendant le blocus du port naval. Le magicien rapporte qu'il est entré dans Dreamwater en se faisant passer pour un amnésique, mais la plupart des gens sont soit morts, soit enfuis. Même le chef, Tani, a été exécuté par l'armée du jugement. Et tout le monde se bousculait pour combler le vide du pouvoir. La mention de l'armée du jugement attire l'attention de Théo. Il se souvient que c'est l'arme secrète de l'Église et prend note de son importance. Le magicien confirme les soupçons de Théo. Il ajoute que la tentative de Tennis de s'emparer du port a échoué de manière spectaculaire. Après s'être repliés dans le district ils sont tombés dans une embuscade des doigts squelettiques. Ce qui les a laissés avec à peine 10 personnes dans une tentative désespérée de trouver l'Église. Tennis et quelques-uns de ses subordonnés sont partis, mais seulement 2 ou 3 d'entre eux sont revenus. Ils ont rapporté que Thanos a eu une violente dispute avec l'évêque et a fini empalé par l'armée du jugement. Théo fait le lien et réalise que la chute de Thanos était probablement due au fait d'avoir été privé du soutien de l'Église. Le refus de l'Église de l'aider a conduit à sa perte. L'eau de rêve est en grand danger. Et Théo voit comment les pièces du puzzle s'assemblent. Mec, toutes ces histoires à gros enjeux. Politique entre les royaumes, c'est beaucoup à gérer, mais honnêtement, qui s'en soucie? Ce qui compte vraiment, c'est de voir Roland écrasé. Tout le monde. Théo intervient et annonce qu'il est au service de Roland, Wimbledon, et qu'il est chargé de rassembler des rapports pour lui. À travers le royaume. La voix haute, il a demandé si quelqu'un était intéressé pour travailler pour le prince Roland. Toute la troupe du cirque s'enflamme et fait clairement savoir qu'ils sont partants tant que Timothy est traduit en justice. Théo leur dit qu'ils se réuniront 1 fois par semaine à cette heure et à cet endroit, et que si quelqu'un a des rapports urgents, il devra laisser un pot de fleurs violettes à la porte. Ils frapperont 3 coups longs, puis 2 coups courts. Tout le monde est d'accord, et Théo leur rappelle que un bon informateur garde son identité secrète, donc ils doivent rester discrets. Il leur dit de coopérer, et qu'ils s'assureront que Timothy tombe. Théo demande si quelqu'un a quelque chose à ajouter. C'est alors que Fox intervient, disant que Timothy est déjà sur le chemin du retour de la région Hay. Il partage des rumeurs provenant du Maillet Noir selon lesquelles Timothy semble recruter beaucoup de rats dans son armée. La promesse est que ces rats peuvent devenir des citoyens libres s'ils s'engagent, et certains membres des doigts squelettiques sont allés à la capitale pour vérifier, et il semblerait que ce soit vrai. Théo comprend rapidement que les rats ne peuvent pas être de vrais soldats, donc Timothy a probablement l'intention d'utiliser ces pilules de l'Église pour les faire se battre, exactement comme ils l'ont fait auparavant. Théo dit à tout le monde de surveiller de près les rats et de rapporter toute nouvelle information. Ce sera leur première tâche. La scène suivante nous ramène à la ville frontalière où l'on voit tous les réfugiés alignés. Et la personne au comptoir prend toutes les informations sur chaque personne. Et selon leurs compétences, un travail leur est attribué. Un réfugié se présente alors au bureau, disant qu'il est analphabète mais un menuisier qualifié. Le préposé commence à lui poser les questions habituelles sur le métier. Et l'homme répond avec assurance mais nerveusement, si bien que le réceptionniste finit par lui tendre un formulaire à remplir. Juste à ce moment, le vieil homme Baroff arrive par derrière. Et le regard froid comme la glace, il demande au réceptionniste pourquoi ils font un travail si négligé. Puis Baroff se tourne vers le prétendu menuisier et lui dit de montrer ses mains. L'homme les tend à contre-cœur. Baroff fait remarquer que si cet homme était un vrai menuisier, ses mains ne seraient pas si rêches, elles devraient être lisses et dures à force de manipuler le bois, et tachées de noir par le traçage des contours, ce qui est difficile à faire partir. De plus, l'homme évite constamment le contact visuel, ce qui est un signe révélateur qu'il ment. La plupart des gens agissent ainsi lorsqu'ils essaient de se souvenir de quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Le prétendu menuisier commence à paniquer. Après avoir été démasqué, face à la punition d'être soit envoyé dans les mines, soit banni de la région ouest, Baroff lui demande une dernière fois si il peut confirmer son histoire. Le visage de l'homme pâlit. Alors qu'il réalise la gravité de sa situation,
Il se met rapidement à se frapper la tête contre le sol, avouant qu'il a tout appris en regardant son voisin. Les gardes emmènent l'imposteur. Et le réceptionniste, stupéfait par la perspicacité de Barov, commande ses connaissances impressionnantes en menuiserie. Barov rejette les louanges, expliquant qu'il a acquis ses compétences lors d'une campagne de recrutement pendant les mois des démons. Barov conseille aux réceptionnistes de prêter une attention particulière aux individus lorsqu'ils répondent aux questions. Seuls ceux qui répondent avec assurance et précision méritent d'être personnellement évalués par le prince. Il souligne également qu'il faut décourager les autres de mentir, en les avertissant des châtiments sévères. De retour au bureau, Barov rapporte au prince que chaque réfugié coûte cher, et s'ils ne travaillent pas dans la ville frontalière pendant au moins une décennie, ils ne compenseront pas les dépenses engagées pour les faire venir ici. Le prince révèle ses plans, reconnaissant que il a fallu 3 jours pour traiter les 6000 réfugiés. Actuellement, les logements en ville sont limités. Il donnera donc la priorité aux 15 artisans qualifiés en premier. Les autres réfugiés sans compétences devront vivre à l'extérieur des murs pendant encore 2 ou 3 mois. Le prince demande à Barov de loger tous les artisans sans distinction, qu'ils soient mariés ou non, en s'assurant qu'ils obtiennent au moins une chambre. Barov demande ce qu'il devrait faire des maisons restantes après avoir logé les artisans. Le prince répond qu'il devrait les louer, donnant ainsi aux réfugiés une raison de travailler dur et d'économiser de l'argent pour soit acheter la maison, soit continuer à la louer. Le prince demande alors combien de personnes sont parties depuis la cérémonie, où ils ont présenté les sorcières à tout le monde. Le vieil homme rapporte que 0 villageois natifs et seulement 6 ouvriers agricoles sont partis. Eh bien, il semble que ce soit une victoire pour notre prince, notant que son plan d'établir le théâtre a convaincu de nombreuses personnes d'accepter les sorcières. Cependant, le vieil homme ajoute que 110 réfugiés sont partis à cause de leur peur des sorcières, bien qu'ils aient été soignés par ces mêmes sorcières. Le vieil homme s'emporte et suggère de tous les exécuter pour ne pas avoir montré leur foi en leur prince, et pour les empêcher de retourner à l'église, mais le prince secoue la tête, faisant remarquer que les vrais partisans acharnés de l'église faisaient probablement partie de ces 300 réfugiés qui sont restés dans la capitale. Même avec la peste, ils sont trop têtus pour changer d'avis sur les sorcières. Tout ce qu'ils voulaient, c'était partir, et il ne va pas commencer à exécuter des gens, simplement parce que leurs croyances sont dépassées. La scène change et montre la foule rassemblée, où le prince dévoile une innovation inattendue qui est un vélo. Les membres principaux du château regardent l'étrange engin à 2 roues avec curiosité. Le chevalier Carter hausse un sourcil et fait remarquer que tenir en équilibre sur ses roues semble difficile et il se demande comment cela pourrait un jour remplacer les chevaux. Le prince monte simplement sur le vélo avec désinvolture et montre comment il fonctionne. Alors qu'il pédale, il explique avec enthousiasme qu'il prévoit de produire ses vélos en série. Il a même fait appel à Sir Sureya pour dessiner les positions de conduite, afin qu'il puisse l'enseigner aux habitants. Son objectif est de démocratiser ce nouveau mode de transport, accessible à tous, promettant que même le commun des mortels pourra goûter à ce luxe, et qu'il ne coûtera que quelques royaux. L'enthousiasme du prince est communicatif, et il est clairement impatient de voir les bicyclettes devenir un spectacle courant à Bourg-Frontière. Peu après, le chevalier Carter décide d'essayer la bicyclette lui-même. Il est totalement impressionné par le design épuré et la conduit partout avec un large sourire, demandant à Sir Sareya si c'est elle qui a réalisé le dessin pour son portrait. Elle acquiesce fièrement, et les yeux de Carter s'écarquillent lorsqu'il voit le dessin détaillé et le magnifique portrait de lui-même. Tandis que tout le monde s'amuse avec la nouvelle invention, le prince Roland observe avec un sourire satisfait. Il se tourne ensuite vers l'alchimiste Kyle, prêt à plonger dans leur prochain grand projet. Le prince explique qu'il aura besoin de bien plus d'acide que le laboratoire ne peut en produire actuellement. Pour y remédier, il prévoit de concevoir un système chimique qui produira de l'acide efficacement et en grande quantité. Kyle semble perplexe, n'ayant jamais entendu parler d'un tel système. Roland explique que le système impliquera de multiples mécanismes de réaction, avec un flux continu du produit tant qu'il sera alimenté par les ingrédients de base. Kyle est intrigué, mais admet que c'est un domaine nouveau pour lui. Il est prêt à relever le défi et est déterminé à réussir. Roland mentionne également ses plans d'installer 3 laboratoires supplémentaires près de la rivière Rouge le mois prochain et d'embaucher du personnel qualifié pour que tout se déroule sans encombre. Dehors, le vieil homme tombe en essayant la bicyclette pour la première fois.
Il s'époussait en soupirant et en marmonnant qu'il se fait trop vieux pour ses âneries. Pendant ce temps, le prince Roland est absorbé dans ses pensées, songeant au progrès de l'armement grâce à leur récente percée. Avec le nouveau fulminate de mercure en jeu, il lui faut de grandes quantités d'acide nitrique fumant. Ses laboratoires actuels ne pouvant répondre à la demande, il envisage de demander de l'aide à sœur Lucia. Car pour gagner les guerres imminentes contre l'Église, il aura besoin de bien plus que quelques canons et armes à feu. Perdu dans ses réflexions, il se saisit de poissons séchés pour grignoter. Mais avant même qu'il ne puisse en prendre une bouchée, Rossignol apparaît et lui enfourne malicieusement un morceau de poisson frit dans la bouche. Son geste, aussi inattendu que bienvenu, le tire de sa profonde contemplation. La scène se déplace à l'extérieur où le prince se présente à ses jeunes enfants et les félicite d'avoir terminé leur éducation de base et d'être devenus les premiers diplômés de la ville. Les enfants sont fous de joie de parler directement avec le prince. Et leur enthousiasme est à son comble. Ils louent Karl von Beth pour son rôle important dans leur éducation et annoncent que tout le monde recevra une généreuse récompense en fonction de ses performances, quel que soit leur choix de carrière. Les enfants crient de joie et célèbrent, ravis à la perspective d'un avenir radieux et commencent à rêver de leur nouveau salaire et des vélos qu'ils pourront bientôt chevaucher. Ils discutent avec enthousiasme de postuler à des postes à l'hôtel de ville, imaginant une vie meilleure qui les attend. Le prince décide alors de distribuer les diplômes, donnant pour instruction à chacun de s'avancer. Lorsque son nom est appelé, une fille pousse son ami en plaisantant pour qu'il prenne son diplôme en premier. Le garçon s'avance à contre-cœur. Et le prince lui remet son diplôme, le félicitant pour l'obtention de son diplôme. Poussé par un élan de confiance, le garçon exprime son désir de s'inscrire au laboratoire de chimie et de suivre les traces de Kyle C.J. Pendant ce temps, de retour dans la cité sainte, les archevêques ont une discussion animée à propos de Roland. Le prêtre Maine est stupéfait d'apprendre que la peste que l'Église a propagée a été causée par des démons microscopiques, spécifiquement élevés pour être invisibles. Il n'a aucune idée de comment Roland a réussi à la guérir, soupçonnant qu'il pourrait utiliser la magie des sorcières au lieu de la médecine sainte. Il discute également des arbalètes à longue portée que possèdent les forces de Roland, qui tirent sans relâche. Le prêtre Maine se souvient que le prêtre Thillot avait déjà mentionné ces arbalètes, car il est en poste à la forteresse de Lonsang. Cette révélation éclaire également la raison pour laquelle le duc Ryan a été vaincu par les roturiers de la ville frontalière. Les dirigeants de l'Église sont à la fois déconcertés et inquiets de l'influence grandissante de Roland et de ses capacités. Un autre vieil homme de l'Église est absolument choqué d'apprendre que leur sorcière, connue sous le nom de Sans-Visage, a été tuée. Il est certain qu'Heather sera furieuse quand elle reviendra de la capitale de l'hiver éternel, car les sorcières pures sont extrêmement rares et très coûteuses à élever. Que dis-je, une sorcière pure a encore plus de valeur que l'armée du jugement. Le vieil homme perd complètement la tête en apprenant que les soldats de Timothy ont tendu une embuscade à l'église de la forteresse du Longchamp et tué le grand prêtre de cet endroit. Si vous ne vous en souvenez pas, cela s'est produit quand Timothy a envoyé ses soldats attaquer la ville frontalière après leur avoir fait prendre ses pilules de l'église. Le prêtre Maine réalise rapidement que Timothy voulait simplement voler ses pilules, cachées dans l'église. Cependant, il n'arrive toujours pas à croire à l'audace de Timothy d'avoir tué le chef de l'église, mais c'est bien vrai si je me souviens bien. Timothy a en effet volé ses 2000 pilules et les a données à son armée de gens du commun pour attaquer la ville frontalière. Après y avoir réfléchi, le prêtre Maine comprend rapidement que le prince Roland prévoit en réalité d'acquérir ce groupe de réfugiés comme main-d'œuvre bon marché. Il peut faire en sorte que ces sorcières les guérissent et les expédient dans la région de l'Ouest. Le vieil homme est d'accord, disant que s'il ne combattait pas cœur de loup en ce moment, l'Église mettrait un terme à Roland immédiatement et surtout aux sorcières dans les régions de l'Ouest, qui méritent d'être éradiquées. Mais le prêtre Maine dit à son vieil ami de lire cette lettre avant de s'énerver. Le vieil homme est absolument stupéfait de réaliser qu'un grand nombre de sorcières sont apparues dans la baie et qu'elles ont détruit toutes les églises actuelles. Les prêtres, ignorant encore l'implication de la princesse Tilly, se demandent si les sorcières migrent du continent vers la mer. Mais le prêtre Maine les ignore, disant qu'elles sont loin dans l'océan et ne devraient pas affecter leur grand projet. La mission actuelle de l'Église est d'acquérir plus de terres et de main-d'œuvre pour étendre leur armée du jugement. Il semble que ces prêtres aient enfin reconnu ce quatrième prince, autrefois stupide et maladroit,
comme la plus grande menace pour l'Église. Le prêtre Mène a décidé de mener 100 soldats de l'armée du jugement et des sorcières pures pour anéantir définitivement la région de l'Ouest. Et a décidé de s'occuper des sorcières en mer plus tard. Le vieil homme est choqué à l'idée que Mène y aille. Lui-même, surtout que la bataille à Cœur de Loup est toujours en cours. Et qu'Heather n'est pas revenu de l'hiver éternel. Mais comme par hasard, un soldat arrive avec des nouvelles urgentes. De la part d'Heather. Apparemment, une immense flotte a accosté à l'hiver éternel. Et de nombreux ennemis attaquent la capitale. Lorsque le message a été envoyé, 2 portes de la ville avaient déjà été perdues. L'archevêque Heather tente actuellement de se défendre autant qu'elle le peut, mais les ennemis sont trop nombreux. Et ils utilisent des pilules de berserker. Tous les navires arborent le même drapeau noir. La flotte de la voile noire de Garcia Wimbledon. La scène change pour le château de l'hiver éternel, où Garcia a pris le contrôle et capturé Heather. Garcia, se tenant dans le grand château, dit à Heather de commencer à prier son Dieu avant qu'elle ne commence son horrible besogne. Elle prévoit de couper les doigts et les membres de Heather un par un pour lui faire ressentir la douleur et l'impuissance qu'ont subi les habitants de Clearwater. Heather, cependant, reste inébranlable, ne montrant aucun signe de peur ou d'appréhension. Elle demande avec défi à Garcia si elle compte s'attirer la colère de l'Église ou si elle a l'intention de dériver en mer pour toujours. Sans jamais accoster, Garcia ne semble pas apprécier ces balivernes et claque simplement des doigts. Au signal, ses sbires plaquent Heather au sol et lui tendent la main. Il commence à lui couper les doigts, avec l'efficacité froide de quelqu'un qui couperait des concombres, alors que la douleur commence à submerger Heather. Son visage se tord d'agonie, malgré le tourment incessant. Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle reste déterminée à ne pas céder. Les soldats de Garcia poursuivent leur tâche macabre, lui coupant les doigts restants. Mais la détermination de Heather semble inébranlable, même si son corps tremble de douleur. Le chef Kabbalah du clan Grey regarde Garcia et demande si c'est vraiment nécessaire, puisque la souffrance n'est généralement nécessaire que pour l'intimidation ou l'interrogatoire. Garcia, clairement agacé, répond par une question cinglante, demandant si le chef Kabbalah comprend même comment l'Église torture les sorcières. Puis, le petit rire de Heather retentit, se transformant rapidement en un rire maniaque. Elle leur dit qu'ils ne comprennent manifestement pas le pouvoir de l'Église ni l'importance de son œuvre. Heather fait comprendre que Garcia a mis sa main dans la gueule du lion, et que les ennemis de l'Église seront anéantis, mais Garcia se contente d'en rire, et dit qu'elle sera plus que ravie d'attendre que ce jour arrive. La scène s'ouvre sur Anna, qui savoure joyeusement sa glace. Son enthousiasme est aussi doux que la friandise qu'elle déguste. Le prince ne pouvait s'empêcher d'être mal à l'aise. Convaincu que peu importe l'époque d'où elle venait, les filles aimaient toujours la glace. Il s'avère que le prince avait mis au point une recette simple, utilisant seulement du sucre, de l'eau, des jaunes d'œufs, du beurre et du lait pour faire la crème glacée. Un timing parfait, car les autres filles sont vite arrivées. Maggie entre, avec ses cheveux joyeusement ébouriffés par des feuilles, et le prince plaisante, en disant qu'elles ont dû encore piller des nids d'oiseaux. Il sort une lettre, et mentionne que l'été commence demain, et avant qu'elle ne se prépare à retourner à la baie, il demande à Maggie de remettre la lettre à Tilly. Maggie accepte la lettre avec confiance. Pendant ce temps, Lightning se souvient que, avec la fin du mois qui approche, Maggie quittera bientôt le palais. Le prince confie alors une mission à Lightning, révélant que la carte qu'elle regarde est une carte qu'elle a dessinée elle-même. Il lui demande si elle se souvient de la plage peu profonde près des montagnes. Lightning pointe rapidement l'endroit sur la carte. Le prince lui dit d'emmener Maggie et de s'envoler là-bas, de planter 2 drapeaux à l'endroit où la plage rencontre les montagnes, et de le marquer sur la carte. Se tournant vers Maggie, il explique que si Tilly accepte d'envoyer les sorcières, Maggie devra guider le navire jusqu'à cet endroit où tout le monde de Bordertown les accueillera. Avec des montgolfières, Lightning s'illumine de joie en réalisant que d'autres sorcières vont apparemment bientôt rejoindre Bordertown. Le prince hoche la tête avec assurance, disant qu'il croit en sa sœur et qu'elle finira par le rejoindre. Peu de temps après, on voit les ballons s'élever dans les airs. Toutes les filles sont absolument émerveillées de voir qu'elles sont vraiment en train de voler. Le prince a nommé le ballon l'observateur, et Anna attribue tout le mérite à Soraya, pour avoir aidé à le peindre. Le prince est d'accord, disant que l'adhérence de la peinture est exceptionnelle.
car elle doit adhérer parfaitement à la couche de base pour supporter un ballon aussi massif. Sinon, il ne pourrait pas résister à la pression et à la tension. Le prince commence rapidement à imaginer que, puisqu'il a acquis des moteurs à courant continu, il peut utiliser l'eau électrolysée pour créer de l'hydrogène gazeux. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il puisse construire un fameux dirigeable Zeppelin. Tant qu'il pourra trouver des matériaux légers pour la structure, un monstre comme celui-ci pourrait s'élever à des milliers de mètres au-dessus du sol. Bien que la faisabilité de larguer des bombes depuis de telles hauteurs soit discutable, il est excitant de penser à envahir la cité sainte de l'Église par les voies terrestres, maritimes et aériennes combinées. Les filles remarquent que le prince sourit, et Lily fait remarquer qu'il est probablement enthousiasmé par la perspective de nouvelles sorcières. Le prince continue de sourire, savourant clairement l'excitation des nouvelles possibilités. Wendy, pendant ce temps, est stupéfaite que la princesse Tilly et ses amis aient réussi à rassembler autant de sorcières sur l'île du sommeil. Le prince hoche la tête, ajoutant que Tilly n'a pas seulement recruté des sorcières du Château Gris, elle a aussi invité des sorcières des 3 autres royaumes. Il pense même qu'elle a pu être en pourparlers avec l'ancienne association des sorcières. À un moment donné, Wendy mentionne que Cara, leur ancienne chef, n'a jamais rien dit à propos de Tilly, mais le prince souligne que si Cara avait révélé l'invitation de Tilly, aucune sorcière n'aurait rejoint la quête de Cara. Pour la montagne sacrée, Wendy est d'accord, disant que cet imprévu tournant des événements a en fait joué en leur faveur. Elles vivent maintenant avec un prince si terrax en grave terre, tout en menant une vie plutôt luxueuse. Lily, toujours aussi arrogante, intervient, suggérant que les sorcières de la baie sont peut-être meilleures puisqu'il y a tant de sorcières dans les parages. Ce qui rend plus facile de se promener en ville sans se sentir anxieuse. Alors que leur plaisanterie continue et que les rires fusent, c'est à ce moment que l'attention de Roland se porte sur quelque chose d'un peu gênant. Il ne peut s'empêcher de remarquer la poitrine plutôt proéminente de Wendy. Plus tard dans la journée, le prince est assis dans son bureau, réfléchissant à l'idée que les femmes à forte poitrine souffrent souvent de douleurs aux épaules, et que c'est pour cette raison que les soutiens-gorge ont été inventés. Bien que ce ne soit pas un fait bien avéré, il se dit que ça vaut le coup d'essayer de créer des sous-vêtements. Il pense qu'en vieillissant, Anna pourrait rencontrer des problèmes similaires. Et il préférerait éviter le problème des seins qui tombent. Il commence à dessiner des soutiens-gorge, marquant un autre bond en avant innovant dans cette vieille époque. Le lendemain, le ballon s'élève à nouveau dans le ciel. Cette fois, il transporte non seulement des sorcières, mais aussi Margaret et un marchand. Ils sont tous ravis et émerveillés de voler. Pour la première fois, Lightning mentionne qu'elle a exploré la région et l'a reportée sur la carte. Margaret la félicite d'un pouce levé pour son excellent travail. Le prince se tourne vers le marchand Marlin, le taquinant pour savoir s'il est sur le point de se faire dessus. À cause de la hauteur. Marlin admet que c'est vraiment terrifiant de regarder en bas d'aussi haut, et a l'impression d'être au bord de la crise de panique. Le prince lui dit de se calmer, expliquant que c'est une réaction naturelle pour quelqu'un dont les pieds ne touchent plus le sol. Pour la première fois, tout comme on peut avoir le mal de mer lors de son premier voyage en bateau. Pendant ce temps, Margaret est fascinée par le ballon géant. Mais Marlin reste sceptique. Il se demande si des sorcières le contrôlent avec leur pouvoir, mais la blonde le corrige calmement, disant qu'Anna ne fait que gérer les flammes. Et que le ballon flotte parce que tant qu'on continue de l'alimenter en air chaud, il s'élèvera naturellement. Le prince est d'accord et ajoute que l'air chaud monte et que l'air froid descend. C'est pourquoi on l'appelle une montgolfière. Il continue de discuter de cela. Et d'autres sujets divers. Finalement, Margaret exprime son intérêt pour l'achat de quelques montgolfières au prince. Elle mentionne qu'ils n'ont pas besoin d'être grands, juste assez pour transporter une personne. Le prince comprend rapidement l'usage que Margaret compte faire des ballons. Elle confirme que si elle attache les petites montgolfières à leur navire, les vigies pourront repérer les pirates de très loin, car les pirates représentent une menace bien plus grande pour les marchands que les tempêtes ou les tornades. Le prince esquisse un large sourire et l'informe que le prix ne sera pas donné, estimant qu'il se chiffrera en milliers de royaux d'or. Margaret accepte de payer 1000 royaux d'or pour un ballon immédiatement. Elle promet que si les ballons deviennent populaires, tous les marchands de la baie seront désireux d'en acheter un. Ou 2 pour eux-mêmes. L'autre marchand hoche la tête en signe d'approbation, remarquant que bien qu'il ne se soit pas encore complètement habitué à l'idée,
Il est clair que cela pourrait être un outil d'exploration crucial pour la guilde des marchands du croissant de lune. Si le prince peut les fabriquer, il est certain que tout le monde à la baie voudra les acheter. Même si cela signifie payer le prix fort. Le prince commence rapidement à calculer le profit potentiel, réalisant que sa marge est de près de 5 cents % sur le coût estimé du produit. De plus, puisqu'il prévoit d'utiliser de l'hydrogène gazeux pour faire flotter les ballons, les clients devront les ramener à la ville frontalière pour les recharges, créant ainsi une autre source de revenus. Il se voit presque nager dans les royaumes d'or grâce à ces ballons. Je me souviens de l'époque où le budget de toute la ville n'était que de quelques centaines de royaumes d'or. Et maintenant il est sur le point de gagner des milliers grâce à un seul ballon. Comme vous pouvez l'imaginer, il serre la main et conclut rapidement l'affaire. Pendant ce temps, de retour au fjord, Ash est surprise que Roland ait choisi l'une des sorcières, connue sous le nom de Sylvie. Elle se demande si Roland ne craint pas d'être démasqué, étant donné que Sylvie peut facilement détecter les mensonges et percer à jour les fausses identités. La princesse Tilly, cependant, n'est pas non plus au courant et spécule que Roland ne se soucie peut-être pas de cacher son identité et veut simplement travailler avec elle en toute honnêteté. Ash évoque alors une autre possibilité. Et si Roland était en fait son frère? Et si c'est le cas, il pourrait ne pas s'inquiéter du tout du pouvoir de Sylvie. La princesse Tilly pense cependant que la chance est mince, car elle connaît bien son frère. Roland Wimbledon n'affronterait jamais l'église pour les sorcières, il a toujours été plus doué pour fuir les défis ou les problèmes, et il a même protesté lorsque le roi l'a envoyé à la ville frontalière. Ash demande alors s'il est vraiment nécessaire d'envoyer leurs sorcières dans l'ouest. Tilly la rassure en lui disant que tout va bien, mais Ash lui rappelle que Sœur Lotus est l'une des sorcières les plus importantes de l'île du sommeil. Sans ses capacités de transformation, il sera difficile de réparer les maisons en pisé endommagées ou d'apporter des changements significatifs à la géographie de l'île. Sœur Oney est également cruciale. Elle peut ordonner aux faucons d'attraper du poisson, assurant à tout le monde de savourer de délicieux fruits de mer. Ash suggère de refuser la demande et de les remplacer par des sorcières moins utiles. C'est à ce moment-là que la patience de la princesse Tilly atteint ses limites. Elle se lève de façon théâtrale et dit froidement à Ash qu'elle envoie les sorcières à la ville frontalière pour former une alliance et qu'elle ne gâchera pas cette opportunité. Elle lui rappelle qu'elle crée un sanctuaire pour toutes les sorcières et qu'elle préfère ne qualifier personne d'utile ou d'inutile. Ash tombe rapidement à genoux, s'excusant d'avoir remis en question les intentions de la princesse. Tilly rappelle à son ami que Roland a choisi ses sorcières parmi des centaines, y compris Evelyn et Candle, qui sont supposément les moins utiles. Elle demande pourquoi Roland les choisirait, si elles étaient vraiment inutiles. Elle est convaincue qu'en travaillant avec ces sorcières, elles comprendront les choix de Roland et la manière dont il compte utiliser leur pouvoir. Tilly explique clairement que les sorcières ne sont pas de simples outillés. Avertit Ash de ne plus jamais rien dire de tel. Ash reconnaît son erreur et acquiesce. Tilly veut également que les livres qu'ils ont trouvés dans les ruines soient déchiffrés le plus rapidement possible. Elle s'est sentie mal à l'aise après sa dernière visite dans les ruines et a entendu dire que l'ancienne association a commencé dans la ville de la Brise Marine avec des ruines dans la forêt de l'Est. Elle espère que si les textes des livres correspondent à ceux des deux endroits, cela pourrait révéler un lien. Eh bien, il semble que Tilly ait absolument raison. L'ancienne dirigeante de l'association des sorcières, Kara, avait ce livre effrayant qu'elle utilisait dans sa quête pour trouver la montagne sacrée, mais elle a fini par se faire tuer par des démons. Tilly s'excuse alors auprès d'Ash de l'avoir réprimandée si durement, bien qu'elle ne soit toujours pas d'accord avec le fait de qualifier les sorcières d'inutiles. Elle reconnaît que si Lotus s'absente trop longtemps, cela affectera l'île. Tilly prévoit de faire revenir Lotus à la baie avant l'arrivée de l'hiver. En échange, elle enverra quelques sorcières de combat à la ville frontalière pour repousser les monstres durant les mois des démons. Elle est presque certaine qu'Ash l'accompagnera également à la ville frontalière pendant l'hiver. Et bien sûr, notre grande dame au visage balafré accepte rapidement d'accompagner la princesse Tilly. Après tout, leur relation ressemble plus à celle d'un couple amoureux qu'à celle de simples camarades.